Donc on va parler de cette question du tourisme plus humain. Donc on passe sur le deuxième pilier du développement durable. Après l'environnement, on va parler du côté social, sociétal, inclusif. Et je voudrais commencer par donner la parole à Elisabeth Vuillet. Une femme sur la table ronde. C'est important, donc adjointe au directeur en charge du pôle qualité et labellisation de l'offre et la question de l'accessibilité et du handicap au sein du Gironde Tourisme. C'est vrai que cette question de rendre le tourisme plus humain, je le montrais en intro avec cette petite vidéo de Audrey, donc, qui est blogueuse voyage, tu la connais peut-être, roulette et sac à dos. Et c'est vrai que l'idée de cette question de l'accessibilité du handicap, forcément nous rapproche par rapport à ce label national qui est tourisme et handicap, dont on a beaucoup parlé au téléphone ensemble. Mais c'est vrai c'est la question de, voilà, on crée une espèce de dichotomie entre, ok, il y a une clientèle handicapée et il y a les valides, quoi. C'est un peu ça. Et comment on fait pour que, justement, on soit sur une vision plus transversale, plus inclusive, et d'essayer d'amener cette vision-là plus globale, plus naturelle presque au final, d'intégrer ça dans la société. Donc à vrai dire, nous, ça fait 15 ans qu'on s'occupe en Gironde de la marque nationale Tourisme et Handicap. Donc on a rencontré de nombreux porteurs de projets et des prestataires qui sont maintenant labellisés, quelquefois depuis 10 voire 15 ans. Et au fur et à mesure de nos expériences, on s'est rendu compte que cette marque nationale, c'est une belle marque qui se veut être la crème de l'accessibilité, mais qu'à confronter des critères et à mettre en avant uniquement la satisfaction à des critères, quelquefois on oubliait l'objectif d'accueil et l'objectif effectivement d'intégration. Donc au bout d'un certain nombre d'années, je dirais que nous en Gironde, mais d'autres départements aussi, souhaitent développer ce concept qui s'appelle le confort d'usage et qui permet de réfléchir les prestations et les services non pas en fonction de types de clientèle différenciés, parce que si on pense handicap moteur, après il va falloir penser handicap auditif, handicap visuel, et puis public étranger, et en additionnant finalement les tranches de public, on n'arrive pas forcément à une prestation homogène. Donc on se dit qu'il vaut peut-être mieux réfléchir sur le confort d'usage qui permet à 100% des clients, une fois qu'on a bien étudié les besoins, donc ça permet à 100% des clients d'être accueillis dans de bonnes conditions. Et quant aux aménagements qui peuvent être plus spécifiques à certaines populations, on va se rendre compte très rapidement qu'ils vont donner du confort à tous. Donc notre idée, c'est plutôt d'avoir cette approche par le confort d'usage plutôt que par des séquences sur des publics différenciés. Oui, c'est vrai que je disais, quand on s'est appelé, que justement le tourisme durable, c'est un peu ça, c'est aussi on est un peu dans une case en disant bon, on va toucher les éco-responsables qui vont intégrer peut-être un critère dans leur choix au final de séjour, mais au final, au bout d'un moment, il faut arriver à dire que c'est pour tout le monde, quoi, et que c'est juste mieux, tout simplement, ou plus confortable, ou plus qualité, ou plus expérientiel de faire ce type de séjour ou d'expérience. Et c'est là où on doit aller un peu plus loin dans la démarche que simplement se dire voilà, il y a ça, enfin mettre tout le monde dans des cases, quoi, au final, quoi. Sortir un peu les cases. Et puis sortir des représentations, parce que sur le tourisme en direction des publics défavorisés, je discutais hier avec une représentante de Vacances Ouvertes qui me disait, quand j'approche maintenant les prestataires en disant vous allez toucher la clientèle parisienne qui n'a pas de véhicule et qui vient sur les territoires sans voiture, c'est une autre façon d'approcher les choses que de dire vous allez toucher un public défavorisé qui n'a pas de voiture. Donc c'est la question de sortir des représentations qu'on peut avoir, et par rapport au handicap, on se rend compte que quand on n'a pas été confronté à ces situations, on a des représentations desquelles il est difficile de sortir, et que respecter un cahier des charges, c'est pas encore
sortir de la représentation, et c'est pas avoir l'attitude handi-bienveillante qu'on souhaite pouvoir développer. Et on disait justement qu'il y a, par rapport à l'accès à l'information, justement, de l'offre au final accessible, on commence à voir apparaître des sociétés, des startups qui se mettent un peu sur ce créneau-là, et justement des plateformes qui essayent d'aller sur ce créneau-là. Tu disais que c'était bien, tu pensais que c'était une très bonne chose, justement, que l'offre devient plus visible aussi pour ces acteurs-là qui cherchent de l'information, parce qu'il y a un vrai marché, économiquement parlant, de clients qui recherchent beaucoup plus d'infos sur l'existant. Il y a un vrai marché, de plus en plus, il y aura un vrai marché dans la mesure aussi où les personnes handicapées sont de plus en plus intégrées dans le système scolaire, donc feront des études, donc dépasseront les craintes du départ en voyage, parce que la première difficulté des publics empêchés, c'est la crainte de s'en... De réinventer un peu aussi cette question de l'information sur de l'offre plutôt orientée économie sociale et solidaire, je crois. Mais représente-nous les autres passages pour montrer que voilà, l'idée c'est aussi de créer une nouvelle solution pour amener une vraie plus-value aussi pour les prestataires. Eh ben, déjà, je voulais te remercier pour la présentation que tu as fait tout à l'heure, parce que tu abordes des thèmes qu'on travaille, nous, avec les autres passages depuis 2-3 ans, et ça va nous permettre d'être un peu plus audibles quand on présentera ce qu'on fait. Ça nous permettra d'être un peu plus compréhensible, et compris en tout cas. Donc les autres passages, en fait, c'est des acteurs locaux de terrain qui ont partagé un constat. C'est des acteurs locaux qui sont aussi bien marchands que non marchands. Donc il y a des professionnels du tourisme, des prestataires de loisirs, des sites de visite, des établissements culturels, mais il y a aussi des habitants, des associations locales, des centres sociaux parfois, enfin voilà, c'est assez divers. Mais on a une chose en commun, c'est qu'on travaille dans cette envie de faire découvrir notre territoire, de partager notre culture, nos patrimoines, nos savoir-faire, et de le faire dans le respect des communautés locales et dans le respect de notre environnement de vie. L'idée, c'est de ne pas faire un tourisme qui soit juste un axe de business, que ce soit un tourisme qui soit là pour soutenir les activités économiques du territoire, pas que l'activité touristique, mais aussi l'activité artisanale, l'activité culturelle, l'activité artistique, etc. Et l'idée, c'est de faire aussi un tourisme qui soit avec ses principes durables. Et notre constat, en fait, sur lequel on est tombé un peu d'accord, c'est que il y a le numérique qui offre une révolution super pour faire connaître des offres, mais le problème c'est que ce numérique il est plutôt centré sur justement de faire mettre en relation une offre et une demande, de 1 à 1. Et nous, localement, on est plutôt organisé en collectif, on fait ensemble, on fait dans un intérêt commun, on a envie de mettre en commun ce qu'on fait, on fait des coproductions et d'ailleurs on a du mal à les mettre en ligne et à les faire connaître sur ces plateformes existantes. Et on s'est dit qu'on aurait besoin en fait d'avoir un outil qui a des fonctionnalités différentes de ce qu'ils offrent maintenant. Il y avait aussi ces questions de gouvernance, de propriété des données qui revenaient, mais on n'était pas juste sur ces questions-là. Donc du coup, on a eu envie de penser une plateforme qui soit centrée autour des communs, de ce qu'on a en commun, de ce qu'on fait en commun, et qui soit centrée autour du plaisir du voyage, c'est-à-dire retrouver aussi le plaisir de construire son voyage, de venir découvrir, de s'inspirer de récits dans une recherche peut-être plus narrative que juste centrée sur l'offre. Et donc du coup, depuis, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille là-dessus, on a pu mobiliser les premiers financements, on a fait des études de faisabilité, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, plein d'ateliers, on a associé un maximum de monde pour faire ressortir justement les besoins en termes de fonctionnalité pour celles et ceux qui font ensemble localement, qui ont envie de promouvoir leur territoire dans toute sa diversité, de quoi ils auraient besoin comme fonctionnalité. On a fini par avoir un cahier des charges sur lequel on a pu faire une estimation du prix de développement d'une plateforme de ce type-là. On a monté un plan d'affaires, un plan de financement qu'on a fini par réussir à mobiliser. On a réussi à garder le statut de société coopérative d'intérêt collectif, le SIC. On a des banques qui nous ont soutenus, je pense qu'on a eu un peu de chance, effectivement. Ça n'a pas toujours été facile avec ce statut-là qui n'est pas toujours compris. Mais c'était, c'est de là qu'on vient les autres passages et c'est là où on va pour faire la promotion justement d'un tourisme qui soit respectueux des communautés et de toutes les activités économiques sur un territoire. Ça fait pas peur de s'attaquer quand même à un business qui est quand même, derrière cette vision-là, vous avez une vision assez atypique d'essayer d'amener une chose un peu plus, mais quand on voit les bookings qui se mettent sur les activités, les Airbnb qui proposent maintenant de la restauration, qui commencent à proposer des activités, donc Airbnb Experience, etc.,
ils sont aussi petit à petit à faire en sorte d'agréger l'ensemble des offres potentielles sur un séjour. Donc demain deviennent complètement des voyagistes pour proposer toute la gamme de services. Ils veulent manger un peu à tous les niveaux et demain venir sur la mobilité, etc. On sait qu'ils vont venir sur l'ensemble des points qui raccrochent à un séjour. C'est couillu d'aller là-dessus quand même. Non mais oui c'est sûr, il faut qu'il y ait aussi une pertinence économique à aller là-dessus, et en fait on s'est dit aussi que si on partait que sur des fonctionnalités, eh ben c'est bien, on allait peut-être avoir un avantage le temps que ces fonctionnalités, on sera les seuls à les avoir, mais après les autres pourront les développer et on perdra cet avantage-là. Donc on s'est dit il faut qu'on trouve quelque chose, ces éléments qui sont aussi des biens communs, la culture, le patrimoine, les savoir-faire, c'est également des éléments, des biens communs qu'on peut gérer de façon collective, coopérative, sur une destination et même au-delà. Et donc du coup, c'est cet élément différenciant autour duquel on a construit la plateforme pour avoir justement quelque chose qui ne singe pas l'existant. On n'était pas dans l'idée de faire un Airbnb éthique ou un Booking éthique, on était vraiment dans l'idée donc de faire quelque chose qui nous différencie. Ouais, d'entrée, et du coup on a pensé le design en fonction de ça. L'identité graphique elle est complètement différente de ce qu'on peut faire sur des plateformes de réservation lambda, même si nous on va aussi avec la gestion des calendriers, la réservation en ligne, etc. On a toutes ces fonctionnalités là, mais on les présente différemment et le design il est autre, c'est plus comment dire, poétique comme approche des choses, et c'est le contenu qui est valorisé. J'ai entendu monsieur de la LPO tout à l'heure qui disait qu'il y avait des hébergements qui pouvaient faire la médiation justement sur certains types d'oiseaux. Et ben nous, du coup, on a des filtres qui permettent donc, de trouver son hébergement en fonction de ses critères prix, nombre de chambres, etc. Mais on a aussi des filtres qui permettent de trouver des hébergements en fonction du contenu qui permettent de venir découvrir sur le territoire. Et ça, c'est possible par la mise en lien, justement, des acteurs d'un même territoire. Le fait qu'on travaille ensemble, on peut qualifier nos offres sur les contenus culturels qui permettent de venir découvrir. Donc ça aussi, c'est une plus-value qu'on propose. Et on est en mesure de le faire parce que, localement, c'est des collectifs, formels ou informels, qui structurent l'offre. Nous, les oiseaux de passage, on est la SIC qui regroupe tout ça, on n'est pas en mesure de faire ce travail local. Il n'y a que les acteurs locaux qui peuvent le faire. Et notre force, elle est là. Ok, je reviendrai sur une autre question. Je vais donner la parole à Henri Fournier, donc Insercycle, chargé de mission Vélo Malin. Donc on est à la fois sur une entreprise d'insertion et d'amener aussi cette question de la mobilité douce, à la fois pour les habitants, mais aussi derrière pour les touristes à travers des offices de tourisme. Que dire ? Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de simplifier. Donc Insercycle, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années à peu près sur le territoire. Depuis 10 ans, elle est installée au Tech. Et au départ, c'est une entreprise d'insertion. On n'est pas un opérateur de tourisme. C'est une entreprise qui était ciblée sur l'aide à la mobilité pour permettre aux gens qui n'avaient pas le permis, qui avaient des problèmes de difficulté, qui n'avaient pas de voiture, d'aller travailler. L'objectif de l'insertion par le travail, c'est qu'il faut que les gens soient mobiles. Donc pendant quelques années, on s'est limité à cette activité d'aide à la mobilité pour les personnes sans véhicule, en louant des vélos ou des mobylettes à l'époque et des scooters par la suite. Et quand on a déménagé au Tech, en fait, il y avait un besoin naissant à l'office de tourisme de location de vélos. Là, je crois qu'il y a Ghislaine quelque part par là. Donc on a décidé de développer cette activité de location de vélos et on a été gestionnaire de parc. En fait, c'était les vélos qui nous appartenaient. On a géré le parc pour le compte de l'office de tourisme qui était en frontline vis-à-vis du client. Et puis petit à petit, on a donc mêlé ces activités d'aide à la mobilité et de prestataire de services pour un office de tourisme, l'office de tourisme du Tech. Et puis il y a 3 ans, on a lancé un projet, en fait la présidence, le nouveau responsable de l'association et la direction ont lancé un projet qui s'appelle le projet Vélo Malin, qui consiste, parce qu'il est toujours en cours et j'espère bientôt pérenne, il consiste à récupérer des vélos en fin de première vie sur le territoire, à les refaire complètement, enfin on ne les fait pas tous, on fait une sélection assez sévère, et il y a un certain nombre de vélos qu'on refait en vélo malin, donc vous avez employé le terme malin ce matin, en vélo malin, qui sont des vélos qui ont le même usage que le neuf, sauf qu'ils sont fabriqués localement. On parlait de l'économie tout à l'heure, enfin on va parler d'économie à la table ronde d'après, j'ai fait un petit calcul, en gros, on augmente la balance du commerce extérieur de 10 000 € par an. Bon, c'est pas mal pour une petite association locale du Tech. Donc, maintenant, j'insiste sur l'aspect insertion. Donc, toutes ces prestations de services et la prestation d'entretien des vélos, alors on loue des vélos,
on loue des scooters. Toutes ces prestations d'entretien sont faites par des salariés en insertion, donc ils restent chez nous entre 4 mois et 2 ans à peu près. Entre 4 mois et 2 ans, et là ils apprennent le métier. C'est aussi une volonté de la direction de développer une activité dont les salariés en insertion puissent être fiers et qui soient complètement intégrés sur le territoire. Donc nous on offre des prestations de vélo, on fait le pari que le vélo va se développer sur le territoire. Tout le monde a fait le constat que venir ici au mois d'août en voiture, c'est pas un cadeau, quoi. Donc, voilà. Donc là, il y a des exemples. Voilà, il y a des exemples de vélos ici. Et donc de plus en plus, je termine un peu la présentation générale. Donc avec ces salariés en insertion, on réussit à fabriquer des vélos maintenant qui tiennent la route. Certains opérateurs de tourisme, là, j'ai... Territoire au final, et c'est déjà bravo, parce que je pense que c'est un super projet. Et je voudrais dire quelque chose à propos des oiseaux de passage, ce qu'il n'a pas dit, je ne sais pas pourquoi. J'ai assisté à une présentation là, des oiseaux de passage. J'ai assisté à une présentation des oiseaux de passage l'an dernier, ça devait être à Bordeaux, il y a eu une présentation sur le tourisme durable. Avec l'UNAT, non? Avec l'UNAT, oui, c'est ça. J'ai trouvé le mot de employé monsieur, que je ne répéterai pas, était parfaitement justifié. Ils ont développé cette plateforme sur la base d'une expérience qui s'est déroulée dans les quartiers nord de Marseille. Et développer le tourisme dans les quartiers nord de Marseille, c'est aussi assez, je le dis, couillu. Et j'ai été voir sur le site, donc ça s'appelle l'Hôtel du Nord, je ne sais pas si le site existe toujours. Je ne sais pas si existe toujours, j'ai été voir le site Hôtel du Nord. J'ai eu envie d'aller passer mes vacances dans les quartiers nord de Marseille. J'ai pas encore fait, mais ce n'est que remis. Pour l'avoir testé, c'est assez atypique, clairement, et on se pose un peu des questions quand on arrive au départ, justement. Mais c'est intéressant, parce que c'est un peu le message que j'avais au départ en introduction sur ce vivre ensemble, pour voilà, aussi sortir un peu de sa zone de confort et aller rencontrer des gens qu'on a juste l'habitude de voir à travers notre écran de télévision au final. Et là, on va discuter, on va comprendre les enjeux locaux, et c'est ça aussi, le tourisme doit être vraiment facteur de ça, c'est d'essayer d'apprendre de l'autre, même s'il est complètement différent de nous. Et je crois que c'est vraiment ça aussi qu'on souhaite comme choix de société au final, et de prendre du temps pour apprendre de l'autre. Et on est quand même, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a une volonté en fait des voyageurs aussi, voilà, de se nourrir intellectuellement de l'autre. Et il faut qu'on soit fiers de ça, je pense, pour l'avenir. Des remarques, des réactions, des exemples. Oui, bonjour, Pierre Joubert, éco-plaisant du Delta. C'est des petits bateaux électriques que vous voyez au départ du port du Tech et qui vont jusqu'au bassin. Et là, je prends la parole parce que je suis vraiment un exemple vivant de ce que vous venez de dire, puisque je rejoins Sandra. Moi, ça fait 6 ans que je fais ça. Je suis interrogé par des gens qui sont en handicap, fauteuil ou manteau, et qui viennent chaque année de plus en plus dans mon entreprise. Et je me sens tout seul, parce que ça fait quand même, on va dire, cette année, je calculais, là, pendant que vous parlez, ça fait plus de 700 personnes, voilà, à peu près, dans un fauteuil roulant, donc il faut les porter. J'ai demandé partout, j'ai fait des demandes partout, conseil régional, partout, etc. J'ai fait des dossiers partout, je n'ai jamais été aidé. Je voulais pas faire un portique, parce que je trouve que c'est dévalorisant de mettre les gens en portique dans un bateau. Je voulais faire un plan incliné, j'ai étudié toutes les solutions. Je suis prêt à cofinancer, et ça fait 6 ans qu'on porte les gens, qu'on se crève, qu'on soulève des fauteuils, que mes bateaux sont adaptés pour mettre un fauteuil dedans, que je prends des risques, que des assureurs m'ont dit ce que tu fais c'est bien, mais d'un autre côté s'il y a un problème, c'est là où je rejoins Sandra, c'est direct la prison. Donc je suis à la croisée des chemins. Je viens de dessiner un bateau qui va sortir au Salon de Paris, que je vais exposer avec un accès handicapé. Mais voilà, dans le cadre juridique, je ne sais pas où on va, je ne sais pas si j'arrête. Bon, moi, mon envie, c'est de continuer. Mes dernières sorties, j'ai encore fait partir 70 personnes handicapées. Ce sont des associations, j'ai une dizaine d'associations, qui viennent régulièrement. Donc, ils ont leurs habitudes, ils sont tranquilles, ils sont en zone de confort. Les éducateurs connaissent mes bateaux, puisque c'est sans permis. Donc, ils pilotent les bateaux, ils sont en autonomie.
C'est pas une espèce de daybot où on charge les gens comme des... Hein, vous voyez, donc c'est sympathique. Et la layer, en plus, quand les gens reviennent, ils sont détendus, déstressés. Ça s'y prête vraiment très bien, comme je suppose les sorties en canoë. Donc moi, je me sens un peu tout seul. Quand je vois les oiseaux de passage, là, ça peut être une réponse, effectivement, de venir voir un peu ce qui se passe chez moi, parce que quand vous avez 30 fauteuils devant la cabane et les gens qu'on les amène les uns après les autres, et ça prend un embarquement, ça peut prendre 1h30. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais en vieillissant, j'ai plus la force. Donc, à un moment donné, on fait quoi? Voilà, c'était la question. Et voilà. Je sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. Mais oui, là, je pense qu'il y a encore une fois, on est sur un choix de société, comment on va favoriser aussi l'intégration de ces publics-là, aussi sur les prestations. Et cette prestation, il faut à un moment donné qu'il y ait un soutien pour ces projets-là, parce que tout seul, à dépenser des sommes importantes parce qu'on voilà, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas non plus philanthrope, donc derrière, il faut aussi oui, mais pas que. On a les valeurs, mais derrière, il faut quand même qu'on regarde à la fin de l'année si c'est équilibré. Et c'est clair qu'il faut un choix aussi politique derrière, fort, qui dit on y va tous ensemble vers ce choix de société. Mais c'est la solution, effectivement, c'est d'arriver à faire ensemble. Alors, c'est pas toujours évident, mais je peux parler d'un exemple, c'est celui d'Hôtel du Nord, justement. Eux, ils se sont organisés en coopérative. À la base, c'est une coopérative d'habitants, ils ont changé en SIC, du coup, maintenant. Ils regroupent des habitants, des chambres d'hôtes, des guides, des élus locaux, des associations d'entrepreneurs, etc. Et puis, ils travaillent ensemble, justement, l'accueil et la visite dans les quartiers nord. Et ils ont formé des jeunes des quartiers nord à faire les visites des quartiers nord. Et alors ils ont fait ça en lien avec les guides, pour pas faire de la concurrence déloyale aux guides. Le but c'était pas de disrupter une activité économique, au contraire. Donc ils ont vu comment les guides pouvaient s'enrichir aussi de ce travail-là, comment ça servait leur discours, ils ont trouvé un truc, ça marche très bien. Mais après il y avait la question justement de la légalité. Ils font payer une balade par des gens qui ne sont pas professionnels et qui ne sont pas habilités pour le faire. Et puis la question de l'assurance aussi. Et bien, du coup, grâce au fait qu'ils étaient dans un collectif, ils ont mis ce problème-là sur la table, et bien, chacun peut activer ses réseaux, les élus locaux, etc. Ils ont réussi à définir un cadre légal, juridique, dans lequel ils avaient le droit d'exercer. Ils ont pu travailler avec la Massif pour avoir une couverture assurantielle dessus. Et c'est la force de ce collectif, c'est qu'ils ont réussi, du coup, ensemble, à trouver une solution pour aller au-delà, dans un moment où, en fait, il y avait une barrière. Si ça avait été quelqu'un tout seul, il se serait arrêté, il ne serait pas allé plus loin. Moi, je souhaite aussi vous apporter un complément de réponse. On ne se connaît pas, tous les deux. Donc, effectivement, on pourra voir en aparté ce qu'il y a moyen de mettre en œuvre. Mais moi, ce que je remarque, c'est que ce que vous dites, c'est que vous avez la demande. Et non seulement la demande, mais l'activité qui fonctionne. Or, quelquefois, sur ces questions-là, les aménagements sont réalisés ou souhaitent être réalisés, mais la difficulté, c'est de capter la clientèle. Moi, c'est l'inverse. Voilà. Donc, il existe aussi un collectif qui s'appelle Handicap Nouvelle-Aquitaine et qui regroupe différents opérateurs du tourisme, des loisirs, du sport, de la culture, différents institutionnels aussi en charge de ces activités, pour mettre en avant les prestations existantes à destination des publics à besoins spécifiques. Donc on pourra voir comment effectivement résoudre les questions que vous avez sur le plan réglementaire et sur le plan des aménagements que vous avez évoqués. Une dernière question sur cette table ronde. Oui. Juste pour Béatrice. Bonjour, donc c'était une question je suis Claire Rouchaléou, je travaille au Pays à Tourland-Océane, je suis en charge du tourisme. Donc on travaille un petit peu avec Béatrice sur cette question du tourisme durable depuis quelques temps. Et donc c'était une question pour les oiseaux de passage, savoir un petit peu les retombées au bout de 2 ans et demi pour les acteurs qui se sont engagés autour de ce collectif. Et également pour les passagers justement qui viennent visiter les acteurs engagés. Voilà, quel est le ressenti, est-ce que vous avez quelques chiffres clés? Et voilà. J'ai pas dû être assez précis, la plateforme elle sort en début 2018.
Donc on a eu des expérimentations, Hôtel du Nord en est une, il y a eu à Pilsen en République tchèque où ils ont développé aussi des choses en commun. Et à Giverny aussi où ils ont développé une plateforme, on s'est appuyé sur plusieurs expérimentations comme ça pour justement définir les fonctionnalités de la nouvelle. Mais à Pilsen c'est un bon exemple justement pour les retombées. C'était dans le cadre de Capitale Européenne de la Culture. Pilsen a été en 2015 je crois Capitale Européenne de la Culture. Et la ville, avec l'Office du tourisme et tout, ils ont fait un positionnement qui était sur le Petit Paradis. Parce que Pilsen c'est une ville assez riche, avec beaucoup d'industries, et donc c'est très vert, c'est très beau, c'est très bien aménagé, et donc ils ont fait la ville le Petit Paradis. Et dans les budgets Capitale Européenne de la Culture, il y a un budget participatif. Et justement, on l'a mené avec eux, là, on a des membres qui l'ont mené avec eux. Et justement, le travail avec les habitants, avec les acteurs locaux, du tourisme, de la culture, etc., il est ressorti complètement autre chose. Il est ressorti justement les histoires sur les luttes syndicales après la chute du mur de l'URSS. Il y avait la plus grande prison dans cette zone-là, à l'époque où c'était encore un territoire soviétique. Il y avait, après la chute du mur, il y a eu tout un écosystème de designers incroyables qui s'est lancé là. Et voilà, ils sont en fait sortis bien d'autres histoires que justement ce Petit Paradis. Et eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait une application qui s'appelle la Ville Cachée, qui s'appelle Hidden City. Elle a été 2 fois plus téléchargée que l'application officielle de la ville. Donc l'offre qui a émané de ce travail collectif, de concertation, on fait ressortir les petites histoires qu'on peut mettre en lien avec la grande histoire, parce qu'il y a aussi des scientifiques, il y a des historiens dans tout ça, des conservateurs du patrimoine, on ne fait pas ça n'importe comment. Mais du coup, l'offre, elle a une valeur authentique qu'on ne peut pas copier, quoi. C'est impossible. Elle l'est dans le plus pur esprit de ce qu'on peut être, quoi.